Bonjour. Je suis Luc Julia, je suis celui qui a la chemise hawaïenne dans la salle. Et je vais vous parler d'intelligence artificielle. En fait, je vais vous expliquer que l'intelligence artificielle n'existe pas. Donc évidemment, c'est un peu embêtant parce qu'on est venu parler d'intelligence artificielle et je commence par vous dire que ça n'existe pas. Et moi, j'en fais depuis 30 ans, donc ça veut dire que je ne fais pas grand-chose. Surtout, ce que je vais vous dire que c'est l'intelligence artificielle dont on vous parle tous les jours qui n'existe pas. C'est celle que j'appelle l'intelligence artificielle de Hollywood. C'est l'intelligence artificielle qui fait peur, l'intelligence artificielle qui fait rêver. C'est l'intelligence artificielle dont on nous rebat les oreilles depuis, on va dire, les 5-6 ans. Et qui est celle du film Terminator ou du film Her. Okay, donc c'est Hollywood, c'est pas du tout la réalité. Alors ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est vous expliquer ce que c'est vraiment et de vous montrer que s'il y a des dérives, il y a des dangers, mais comme dans toutes les technologies, dans tout ce qu'on fait de toute façon. Et s'il y a des choses dont on doit avoir peur, ça sera notre faute. Et s'il y a des choses pour lesquelles on doit être excité, c'est normal, mais les intelligences artificielles, parce qu'il n'y en a pas une, il n'y en a certainement pas une qui va nous dominer et qui va être meilleure que nous les humains. Donc les intelligences artificielles ne sont que des outils. Et c'est ce que donc, je vais vous raconter aujourd'hui. Mais pour ça, je vais commencer par faire un peu d'histoire, parce que c'est toujours bien de faire un peu d'histoire. Et on va commencer par ce qui s'est passé en 1956. En 1956, il y a des savants, des scientifiques très intelligents qui se sont réunis à l'université de Dartmouth, aux États-Unis, et ils ont décidé d'appeler la discipline sur laquelle ils travaillaient l'intelligence artificielle. Et l'erreur a commencé ici, en fait, parce que vous allez voir petit à petit qu'il n'y a strictement rien d'intelligent dans l'intelligence artificielle. Mais ils ont appelé ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient réussi, ou croyaient avoir réussi, à avoir modélisé mathématiquement un neurone. Et donc, ils avaient dit, si j'ai un neurone, je peux avoir un réseau de neurones. Si j'ai un réseau de neurones, j'ai un cerveau. Si j'ai un cerveau, j'ai de l'intelligence. On vient de faire de l'intelligence artificielle. Alors c'est complètement idiot comme raisonnement, évidemment, parce qu'en 1956, on ne savait pas trop ce que c'était qu'un neurone. C'était un type de neurone qu'ils avaient modélisé. Et évidemment, c'était simplifié à outrance. Et on va voir tout de suite après qu'ils se sont plantés. Mais en fait, on va réfléchir à ce que c'était que le but. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on veut faire quand on dit qu'on veut faire de l'intelligence artificielle? On veut faire quelque chose qui va ressembler à ce que notre cerveau, à ce que notre intelligence peut faire. D'accord? Et moi, comme je suis français, franchouillard de base, j'aime bien faire remonter l'intelligence artificielle en 1642. 1642, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Pascal, le philosophe mathématicien français, qui a mis au point la pascaline. La pascaline, c'est la première machine à calculer. Okay, la première machine à calculer qui faisait que des additions et des soustractions. Ça a l'air facile comme ça, hein, ça n'a pas l'air très intelligent, mais si je vous demande tout de suite combien fait 1798 plus 442, c'est tout? Ok. Donc la pascaline l'aurait fait en 3 secondes. Okay. Vous ne l'avez pas fait en plus. Et en plus, vous avez faux. Donc, la machine, elle avait vrai tout le temps. Okay, elle avait bon tout le temps. Donc, bon, je ne sais pas si c'est très intelligent, mais en tout cas, c'est impressionnant. Donc, c'est déjà une machine à calculer, un truc qui faisait quelque chose qui peut impressionner. Je vais revenir à mes amis de 1956, là. Et le problème, c'est que non seulement ils avaient appelé ce truc-là intelligence artificielle sans que ça soit vraiment le cas, mais en plus de ça, ils se sont attaqués à un problème qui est certainement le problème le plus compliqué auquel on puisse s'attaquer, puisqu'ils avaient essayé de résoudre le langage naturel. Le langage naturel, c'est quoi? C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Il y a quelqu'un qui parle avec des mots, et les mots ont du sens, peut-être, et donc on essaye de décrypter tout ça. Et donc, le langage naturel, c'est un truc encore aujourd'hui qui est très compliqué à faire avec les machines. Hein. Vous avez peut-être essayé de discuter avec votre Alexa ou votre Google Home ou votre Siri, et vous avez vu que c'est un peu compliqué, hein, ils ne comprennent pas grand-chose. En 1956, ils comprenaient encore moins,
Et ils se sont plantés, enfin, ils ont déçu la communauté qu'ils avaient créée, et l'intelligence artificielle a disparu, simplement. Ça a été ce qu'on appelle le premier hiver de l'IA. Et l'hiver de l'IA, c'est quoi? C'est les gens qui finançaient ces recherches ont juste arrêté de financer parce que les résultats n'étaient pas probants. Et c'est ce qui nous pend au nez, en fait, si on réfléchit bien, parce que si on continue à dire n'importe quoi sur l'intelligence artificielle, si on continue à avoir des gens qui racontent n'importe quoi sur la une des journaux juste pour faire des jolis titres, eh ben, un jour, vous, nous, on va tous être déçus et on ne va plus supporter ces intelligences artificielles, alors que vous allez voir qu'il y a plein de domaines dans lesquels il faut vraiment continuer la recherche, il faut vraiment continuer à faire des choses, il faut vraiment continuer à développer ces intelligences artificielles. Mais si on ment, évidemment, ça ne va pas le faire. Okay, donc il faut faire très attention. Je vais revenir en 1960, donc maintenant, d'accord, donc ces gens se sont plantés, c'est l'hiver de l'IA, c'est l'hiver de l'IA statistique. C'est-à-dire que ce qu'ils faisaient quand ils faisaient ces petits réseaux de neurones, dont je parlais tout à l'heure, c'est de l'IA statistique. C'est-à-dire qu'on prend des fonctions qui regardent un peu ce qui se passe en fonction des données, et puis ça donne un résultat. Je ne vais pas décrire ça, on s'en fiche un peu, mais il y a une autre IA qui est apparue dans les années 60, qui est l'IA logique. D'accord, c'est basé sur des maths, tout ça, hein, donc c'est que des maths, hein, c'est pas compliqué. Et donc, l'IA logique est apparue. Et l'IA logique, c'est quoi? C'est les systèmes experts. Les systèmes experts, vous avez certainement entendu parler, c'est des choses qui font si, machin, à leur truc. Donc, des règles très très logiques. D'accord, et ça a eu un certain succès parce que c'est relativement facile à mettre en place. Et puis, ça devient relativement puissant, puisqu'on est arrivé en 1997 à avoir une machine, système expert, qui a battu le champion du monde d'échecs aux échecs. D'accord, c'est impressionnant, c'est intelligent. Ben non, c'est complètement con. La vérité, c'est que ces machines-là, elles ont beaucoup de mémoire, d'accord, et elles ont beaucoup de capacité de calcul. Surtout en 1997, ça commençait à être pas trop mal. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les échecs, vous savez peut-être, il y a 10 puissance 49 coups possibles. 10 puissance 49, c'est beaucoup, hein. Mais bon, on peut le quantifier, on peut à peu près savoir comment ça fait. On ne va pas mettre les 10 puissance 49 coups dans la machine parce qu'il n'y a quand même pas assez de mémoire, mais on commence à avoir la possibilité de calculer des chemins entre les différents coups. Et donc, Kasparov, il n'avait aucune chance contre la machine. Aujourd'hui, vous, si vous jouez aux échecs contre une machine, vous n'avez strictement aucune chance. Si vous voulez gagner, mettez le niveau 2. Okay, donc, impressionnant quand même, mais absolument pas de l'intelligence. Ceci dit, quelque chose d'autre est arrivé dans les années 90. Ça s'appelle Internet. D'accord ? Et ça a remis à la mode le machine learning, donc ces IA statistiques dont je parlais au départ. Donc elles avaient disparu pendant 30 ans, mais à la moitié du siècle, des années 90, Internet est donc arrivé, et est arrivé avec son lot de data. Vous savez certainement, Internet, c'est plein de data. Alors, il y a des fake news, et puis il y a des vraies news. Il y a des vraies data, des fausses data, mais il y a plein de data. Le big data est arrivé à ce moment-là. Il s'est vraiment développé dans les années 90 et au début des années 2000, quand les gens ont vraiment commencé à utiliser Internet. Il y a eu de plus en plus de données sur ce réseau. Et ça, c'était intéressant, parce que ça a permis à donner à la machine beaucoup de data, et ça a permis aux scientifiques de valider les théories statistiques qu'on avait fait avec les réseaux de neurones. Et un des premiers réseaux de neurones qui a existé, c'était un réseau de neurones qui reconnaissait les chats. Alors pourquoi les chats? Parce qu'il se trouve que les gens sur Internet, ils postaient beaucoup de photos de chats. D'accord? Et puis en plus de ça, il les annotait. Parce que ce qu'il faut savoir, il faut connaître la vérité. Donc il faut savoir si c'est un chat ou si c'est pas un chat. Et donc les gens postaient des chats en disant c'est mon minou, c'est mon chaton, c'est mon kitty, blablabla. Et donc du coup, ça a permis de constituer une base de données de chats très importante. Et à peu près avec 100 000 chats, on était capable de faire un reconnaisseur de chats qui reconnaissait les chats à 98%. Alors c'est super impressionnant, hein. Moi je déteste les chats, j'en ai rien à foutre, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. L'essentiel c'était le fait qu'on puisse valider les théories du machine learning et du deep learning, qui montraient que ça marchait. Avec beaucoup de chats, on pouvait reconnaître des chats. C'est super bien. Ou pas, je sais pas. Parce que maintenant, en fait, on se pose la question, mais nous, vous, les humains, combien il nous faut de chats pour reconnaître les chats? Vous avez une idée? 1, 5, vous n'êtes pas loin. C'est d'après les psychologues, hein, pas d'après moi, parce que moi j'y connais rien, mais d'après les psychologues, ma fille de 2 ans, elle reconnaît les chats avec 2 chats.
D'accord? Il lui faut 2 chats. 2 chats contre 100 000 chats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces méthodes scientifiques, ces méthodes d'intelligence artificielle n'ont en fait strictement rien à voir avec notre intelligence. Donc il faut se calmer un peu, il faut respirer, puis il faut se dire que ces machines, elles n'ont vraiment strictement rien à voir avec nous, et donc il n'y a aucune raison qu'elles deviennent plus intelligentes que nous. Mais je vais vous montrer en fait qu'il y a plein de raisons. Donc il y a ces data, ces énormes data, et il va falloir aussi réfléchir au fait que ces machines ont besoin de beaucoup de data. Il va falloir faire attention à un moment donné à ce que c'est que ces data. On va y revenir tout à l'heure. Et on va parler des fake news un tout petit peu. Et avant ça, je vais vous montrer une autre raison pour laquelle ces machines n'ont strictement rien à voir avec notre démarche intellectuelle. Et pour ça, je vais vous parler de ce qui s'est passé en 2016 maintenant. En 2016, cette fois-ci, c'est le champion du monde de Go qui a été battu par la machine. D'accord? Donc le Go, c'est rigolo, mais le Go, c'est beaucoup plus compliqué que les échecs. Si vous demandez aux mathématiciens combien il y a de coups au Go, ils vont vous dire il y a entre 10 puissance 200 et 10 puissance 600 coups. Donc ce que je viens de vous dire ici, si vous faites un tout petit peu de mathématiques, vous savez très bien que ça veut dire qu'on n'en sait rien. Okay? Et surtout que c'est beaucoup. Alors ne me dites pas que 10 puissance 200, c'est seulement 5 fois plus, 4 fois plus, 10 puissance 49, ok? Parce que ça va m'énerver. 10 puissance 200, c'est beaucoup de zéros hein, après le 1. Bref, en gros, c'est l'infini. Il y a des coups de Go qui n'ont jamais été joués dans l'humanité. Hein, c'est beaucoup de coups, donc c'est comme ça. C'est ce qu'on peut considérer, nous, comme l'infini. C'est tellement gros qu'on ne peut pas comprendre. Donc on ne va pas pouvoir mettre tous les coups du Go dans la machine cette fois-ci, donc on va faire une machine statistique. D'accord, au lieu de faire une machine logique comme tout à l'heure, on va faire une machine statistique pour jouer au Go. Et donc on va lui filer 30 000 parties de Go, et puis elle va extrapoler, et puis elle va apprendre, et puis bon, elle va faire des stats, quoi. Mais on ne va pas regarder les algorithmes, hein, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Par contre, on va ouvrir la machine, on va regarder ce qu'elle a dans ses entrailles. Et quand on ouvre la machine, on se rend compte que dedans, il y a 1500 CPUs. 1500 CPUs, c'est les chips, c'est les puces qui sont dans les ordinateurs. Hein, donc ça veut dire 1500 puces d'ordinateurs. Il y a 300 GPUs. GPUs, c'est encore un type de puce. C'est des puces graphiques qui font du calcul matriciel, qui est très bien pour faire de l'intelligence artificielle. Et puis il y a encore d'autres types de puces, une autre bestiole qui s'appelle le TPU, qui est spécifiquement fait pour faire du TensorFlow, qui est une méthode de deep learning. Bon bref, en gros, c'est 2000 ordinateurs. D'accord ? 2000 ordinateurs pour jouer au Go. 2000 ordinateurs, c'est 440 kW. 440 kW, c'est beaucoup. C'est un petit data center, si vous voulez. 440 kW pour jouer au Go. La question, vous avez la réponse parce que j'ai appuyé 2 fois sur la touche. Combien, nous, on développe avec seulement ça? Parce que le petit Coréen qui s'est fait battre, champion du monde, qui s'est fait battre au Go, il n'a que son cerveau pour jouer au Go. Et donc, combien on a, nous? Je l'ai montré tout à l'heure, hein, les gars, il faut suivre. Hein. C'est pas loin, et ben, il faut lire correctement, mais c'est 20 watts. Alors, pas tous, apparemment. Hein. Il y en a qui ont plus que d'autres. Mais on a 20 watts, nous. 20 watts. 20 000 fois moins que 440 kilowatts. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, que les méthodes de ces intelligences artificielles demandent une énergie folle. Non seulement beaucoup de data, mais aussi beaucoup d'énergie pour pouvoir exercer leur métier, leur fonction. Et donc, encore une fois, c'est une aberration. On va voir ça. Mais en plus de ça, le petit Coréen qui est en face avec ses 20 watts, non seulement il joue au Go, mais en plus il parle, langage naturel, compliqué. Il mange, il fait la cuisine, il fait plein d'autres trucs, le gars. La machine là, dont on parle, qui s'appelle DeepMind, qui est la machine de Google, en gros, qui a fait ça, elle fait que jouer au Go. Elle fait que ça. Si vous lui demandez de cuisiner, ça va être compliqué. OK ? Donc, encore une fois, ces machines, ces méthodes, cette intelligence artificielle qu'on porte au nu, n'a strictement rien à voir avec notre intelligence. Rien. On a parlé de data, pas mal, hein, parce que l'intelligence artificielle, quand on en parle aujourd'hui, c'est plus tellement les systèmes experts. Les systèmes experts, on a un peu abandonné parce que l'intelligence artificielle statistique est facile
avec toutes les données qui sont disponibles partout, c'est fastoche. D'accord? Donc tout le monde fait le même type d'intelligence artificielle qui est ce que vous avez entendu, hein, machine learning, deep learning. C'est facile, mais c'est embêtant. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça demande beaucoup de données. Et les données, bon, c'est vrai, sont disponibles maintenant, il y en a plein partout, mais les données ne sont pas forcément bonnes. Et par définition, les données sont historiques. Évidemment, je n'ai pas les données de demain, j'ai que les données d'hier. Okay? Et ça, c'est un problème, et c'est un problème, on va appeler ça le biais dans les data. Les data, les données ont du biais. Un exemple, c'était il y a encore quelques mois, il y a une compagnie de cartes de crédit qui avait un algorithme pour définir combien ils allaient accorder de crédit sur les cartes aux gens qui allaient en faire la demande. Et on a constaté que les femmes avaient la moitié du crédit des hommes. Alors c'est bien, c'est pas bien, moi j'en sais rien, mais ça m'a pas l'air terrible dans l'ambiance dans laquelle on est aujourd'hui. D'accord ? Hier, peut-être que c'était normal et que c'était normal que les femmes aient la moitié du crédit, mais c'est historiquement vrai en fait. Les femmes avaient la moitié du crédit des hommes. Mais aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Surtout quand c'est à position équivalente, à salaire équivalent, à tout équivalent. D'accord ? Mais l'algorithme se basait sur des données historiques qui ont fait que ça donnait la moitié du crédit aux femmes. Alors c'est scandaleux, c'est pas bien, on aurait dû s'en apercevoir, mais on ne l'a pas fait. Et donc il y a plein d'exemples comme ça, et ça a commencé, en fait, on a commencé à s'apercevoir en 2016 aussi. En 2016, il y a eu un exemple assez rigolo, ou pas, qui était un chatbot que Microsoft a mis au point, qui était sur Twitter. Le but du chatbot, c'était de promouvoir les produits de Microsoft, c'était une noble cause, hein. Et donc le chatbot devait répondre aux gens en disant « Ouais, tu fais ça, bah, utilise Word, blablabla ». Et donc ça faisait des trucs qui devaient être rigolos. Ça devait être rigolo, mais c'était pas rigolo du tout en fait, parce qu'au bout de 16 heures, le robot, le chatbot, est devenu le plus raciste et sexiste de l'humanité. Et Microsoft, au bout de 16 heures, a dû débrancher le chatbot. Ils avaient eu des mois pour le concevoir, si ce n'est des années, et ils ont dû le débrancher au bout de 16 heures. C'est un fiasco extraordinaire. Et là, on peut se demander pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on n'en sait trop rien, parce que Microsoft, évidemment, n'a pas publié trop sur cette anecdote. Mais les gens qui s'intéressaient au domaine se sont un peu demandé, et on peut fouiller. Et donc, il y a certainement 2 bugs qui se sont passés. Alors, un bug que je qualifierais de bug classique, qui est un bug de programmation. Quand vous créez un chatbot, vous créez quelque chose qui va essayer de s'insérer dans le public et de parler le même langage que le public que vous ciblez. Et donc, vous avez un facteur d'adaptabilité qui va être l'adaptation au public. Okay ? Et donc, ce facteur d'adaptabilité, on considère que peut-être il était un peu trop haut, dans le sens qu'il s'adaptait un peu trop au public, parce qu'il se trouve que sur Twitter, au bout de 2-3 interactions, on s'insulte. Donc là, le truc, il a bien marché. Au bout de 2-3 interactions, on a insulté les gens. Alors ça, c'est assez facile à fixer. Hein. Vous descendez le facteur d'adaptabilité, comme ça, vous contrôlez la conversation, et vous parlez comme vous voulez parler, et non pas comme les gens parlent. Bon, ça, c'est possible, c'est bien. Mais ça ne suffisait pas, il y avait d'autres raisons, parce que pour être raciste, spécifiquement, il fallait autre chose. Parce que sinon, il aurait juste insulté tout le monde. Et donc là, après, il y a un deuxième bug qu'on va appeler le bug de data. Alors le bug de data, c'est quoi? C'est qu'on a pris les mauvaises données. Il se trouve qu'un chatbot, c'est un dialogue. Ouais, d'accord. Trouver des dialogues sur Internet, c'est un peu compliqué, et c'est pas quelque chose qu'on peut faire en fait facilement. Mais il se trouve qu'il y a une base de données qui existe, qui s'appelle Switchboard, qui est une base de données qui existe depuis très très longtemps, depuis les années 50. Une base de données aux États-Unis, américaine, avec du langage anglais donc. Et cette base de données, c'est une retranscription de millions de conversations, de millions et millions de conversations, qui sont entre des gens normaux, hein, des gens de tous les jours, avec des call centers. Okay, alors ils parlent de leur machine à laver, ils parlent de je ne sais pas quoi, mais c'est enregistré et c'est surtout retranscrit. C'est avec ces choses retranscrites, comme tout à l'heure les chats, il fallait savoir que c'était un chat, d'accord, les conversations, il faut savoir ce qu'elles racontent. Donc, des conversations retranscrites, des millions. Donc là, vous imaginez maintenant les ingénieurs de Microsoft, il faut qu'ils prennent des datas, donc ils vont voir Switchboard, mais ils voient des millions, ils disent j'ai pas besoin de millions, j'ai besoin de 10 000, d'accord, pour faire mon petit truc là. Donc, je vais prendre un sous-ensemble. Je ne réfléchis pas trop. Je prends le sous-ensemble, années 50, Alabama.
C'est bien, vous l'avez, parce que des fois, chez les gens disent... Bon. Alors, années 50 Alabama, je le dis quand même, c'est peut-être pas l'endroit le mieux pour les blacks à ce moment-là, vous voyez. Et donc, le truc intrinsèquement est raciste. Parce qu'on part d'une base de données raciste. Et donc, il a fallu une petite étincelle pour que le truc devienne complètement raciste et sexiste, parce que pourquoi pas, hein, tant qu'on y était. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire super attention aux données qu'on prend. D'accord? Les données historiques, parce que par définition, elles sont historiques, elles reflètent peut-être pas la société actuelle. D'accord? Donc il faut faire super gaffe. Mais faire super gaffe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend ces données, il va falloir les débiaiser. Et les débiaiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez rentrer votre propre biais. Vous allez croire que vous allez rebalancer les données, mais vous allez les rebalancer avec ce que vous pensez, ce qui est la vérité. D'où un problème qui est un problème éthique, qui est mon problème éthique. Au moment où je fais ça, je fais rentrer mon propre biais, je fais rentrer mon éthique en jeu dans ce machin-là, et je considère que j'ai bon, j'ai pas bon. Enfin, je considère que j'ai bon quand je le fais. Mais peut-être que celui d'à côté considère que c'est pas bon. Donc c'est un problème hyper compliqué. Donc il y a l'éthique personnelle, il y a l'éthique de l'entreprise dans laquelle on travaille, pour faire ces bots ou ces systèmes. Et puis, il y a l'éthique de la société. L'éthique de la société, c'est quoi? Ça devient la réglementation, ça devient les lois. Donc c'est quelque chose où il faut qu'on soit hyper éduqué, il faut qu'on comprenne ce que je suis en train de vous raconter là, il faut que tous qu'on comprenne que ces données, il faut pouvoir à un moment les réglementer, il faut pouvoir à un moment décider si on veut les utiliser comme ça. Et c'est pas un truc au niveau du monde, malheureusement, parce que les sociétés, les cultures sont différentes, donc il va y avoir des problèmes d'adaptation qui vont se faire dans des groupes ciblés. Et c'est un truc qui devient super, super compliqué, mais qui en même temps doit être réglementé. On doit pousser, nous, tous, on doit pousser à la réglementation de ces choses-là, on doit pousser nos élites, on doit pousser nos gouvernants, nos législateurs à comprendre ça et à légiférer là-dessus. Parce que si on ne le fait pas, on va se retrouver avec des systèmes qui sont des aberrations et qui vont aller en fait contre nous, quelque part. Mais c'est pas facile. Le minimum qu'on puisse faire, c'est demander et comprendre. Surtout comprendre, s'éduquer. Je vais vous raconter plein de trucs aujourd'hui, mais à la fin, c'est à nous de nous éduquer, c'est à nous de comprendre. Je ne vous demande pas d'être tous data scientists et d'être tous des experts de l'IA, mais il faut qu'on comprenne les conséquences, il faut qu'on comprenne pour ces choses qui sont relativement simples, qui sont les data, et puis on va voir après le reste, il faut juste qu'on comprenne et qu'on aille éduquer aussi les autres, parce que si on ne le fait pas, on va continuer à avoir des bêtises comme l'une des journaux qui disent que l'IA va nous tuer. Bon, avant que j'ai fini avec mon petit chatbot là, qui insulte les gens, et maintenant je vais vous parler de la boîte noire, parce que on dit souvent, l'IA c'est une boîte noire, on ne peut pas lui faire confiance. C'est un truc, c'est trop compliqué, d'accord? Donc on ne peut pas lui faire confiance, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, blablabla. Et c'est inexplicable. Mais en fait, l'IA est explicable. Il n'y a pas de boîte noire dans l'IA. Pas plus que dans n'importe quelle autre science. En fait, depuis la nuit des temps, chaque fois qu'on invente un truc, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est une boîte noire pendant un petit moment pour certains. Pour la majorité au début, mais pas pour ceux qui l'inventent. Pour ceux qui font les trucs, pour ceux qui créent ces IA, ils vont pouvoir expliquer pourquoi ils ont choisi ces algorithmes, pourquoi ils ont choisi ces datas. Ils peuvent se tromper. On a vu tout à l'heure, ils peuvent se tromper dans les algorithmes, ils peuvent se tromper dans les datas, mais ils peuvent expliquer. Donc pour eux, ce n'est pas des boîtes noires. Et donc en expliquant, ils sont capables petit à petit à diffuser la bonne parole et à expliquer tout ça. Les sciences, donc, comme j'ai dit, font ça depuis tout le temps, toujours, et je vais vous donner un exemple qui est un exemple familial, qui est l'exemple d'un mathématicien brillant qui s'appelle Gaston Julia. Gaston Julia, en 1914, découvre les fractales. Alors les fractales, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, si vous ne savez pas, allez voir sur Wikipédia, mais les fractales, c'est une équation mathématique logarithmique. Quand vous n'êtes pas mathématicien, vous voyez l'équation mathématique, voilà, c'est une équation mathématique, vous ne comprenez rien. Quand vous êtes mathématicien, vous voyez l'équation de Julia, vous devenez tout excité.
Parce qu'il y a quelque chose d'incroyable dans cette équation. Cette équation est magnifique, elle a des propriétés qui vous sautent aux yeux et vous êtes absolument en état de transe. Mais vous, non. Vous, non, jusqu'en 1955. 1955, 40 ans plus tard, donc, Julia est prof à Polytechnique et il a un élève qui s'appelle Benoît Mandelbrot. Et cet élève, Benoît Mandelbrot, écoute très bien, il écoute bien, et il part aux États-Unis et on le met devant un des premiers ordinateurs, d'accord, chez IBM. Et donc, très bien, il est là devant son ordinateur et il rentre l'équation de Julia. Bon, il l'appelle l'équation de Mandelbrot, on ne va pas se gêner. Donc, il rentre l'équation de Julia, et là apparaît sur l'écran ce truc extraordinaire. Pour ceux qui savaient ce que c'était des fractales, c'est cette fougère. Cette fougère, quand vous la regardez, à n'importe quel niveau de la feuille de la fougère, il y a la même fougère. Et puis dedans, il y a la même fougère. Puis dedans, il y a la même fougère. Si vous voulez, c'est la vache qui rit, vous savez? C'est plus simple. La vache qui rit, la vache qui rit qui est dedans. Là. Ça s'appelle la récursivité. Donc pour un mathématicien, quand il voit l'équation, il est... Enfin, bon, c'est magnifique la récursivité. Et là, maintenant, en montrant le dessin, on a expliqué la récursivité, tout le monde a compris, il n'y a plus de boîte noire. Okay, alors je ne dis pas qu'il n'y aura plus de boîte noire pour l'IA dans 40 ans, mais on y travaille, et avec d'autres IA, on essaie d'expliquer pas à pas ce qui se passe. Donc il faut des machines aussi rapides, enfin il faut des trucs compliqués, mais qui vont permettre d'expliquer ces IA. Donc il n'y a pas d'inexplicabilité, c'est toujours explicable, mais je ne vous cache pas que c'est compliqué. Le truc dont je veux parler rapidement, c'est la voiture autonome. Alors si l'IA, j'en peux plus que les gens disent n'importe quoi, la voiture autonome, c'est encore pire. Là, j'en peux plus du tout. D'accord ? Donc on vous raconte, enfin depuis pas longtemps, depuis 2018, on vous raconte que, surtout Elon Musk, que la voiture autonome est là, qu'elle arrive, qu'elle est demain. D'accord ? Alors, il y a 5 niveaux dans l'autonomie, niveau 1 à 5. La voiture autonome dont il parle, quand il parle avec un S, quand il parle de cette voiture autonome qui arrive demain, il parle de la voiture niveau 5, évidemment. La voiture qui peut faire tout et n'importe quoi, et qui va pouvoir être absolument extraordinaire et mieux que vous, à la fin. Okay ? Alors cette voiture-là, moi j'ai une mauvaise nouvelle, elle n'arrivera jamais. Jamais. Alors jamais un peu comme dans Ja et Mais, vous voyez ? Jamais. Et donc, et pour ça je vais vous le prouver, évidemment, vous pouvez me croire ou pas, mais je vais vous faire une démonstration, 2 démonstrations en fait, parce que comme on est en France, il y en a une qui est facile. Hors pandémie, ça s'appelle la place de l'Étoile à 18h. D'accord ? Place de l'Étoile à 18h, vous collez une voiture autonome sur une des 10 avenues, là, elle ne bouge pas. Et elle ne bougera jamais, enfin jusqu'à 1h du matin, elle va rester là, parce que la voiture suit le code de la route. D'accord ? Vous, quand vous êtes sur la place de l'Étoile à 18h, vous ne suivez pas le code de la route. Je veux dire, sinon vous n'avancez pas. Donc, vous faites autre chose. Vous faites de la négociation, de la psychologie, vous faites plein de trucs. Vous regardez les mecs à côté, enfin bon. Mais vous ne suivez pas le code de la route. Vous ne suivez pas les règles. La voiture doit suivre les règles, parce il faut qu'elle soit les trucs correctement. Donc elle n'avance pas. Bon, vous avez compris, je ne vais pas vous faire un dessin. Mais je vous donne un autre exemple qui est rigolo, qui est l'exemple d'une Waymo. Alors Waymo, c'est quoi ? Waymo, c'est la compagnie de Google qui fait des voitures autonomes depuis 10 ans. D'accord ? Donc c'est les plus avancés certainement dans la voiture autonome. Et ils ont décidé, enfin en 2018, leur président, leur CEO a dit, en fait, c'est vrai, la voiture autonome niveau 5 n'existera jamais, mais comme je veux faire avancer les choses et je veux vraiment arriver au niveau 4, parce que le niveau 4 va être extraordinaire, le niveau 4 va permettre de diminuer les accidents, de diminuer les morts, etc. sur les routes, ça va être magnifique. Donc prenons comme cible le niveau 4, ça sera très très bien. Aujourd'hui, pour vous dire, on est au niveau 2.5 à peu près, donc on est encore très loin. Hein. Bref, donc il met en ligne toutes les vidéos qu'ils ont prises avec toutes leurs voitures plus ou moins autonomes, afin que ça soit une base d'apprentissage. Okay ? Et il met ça en ligne sur YouTube. Donc évidemment, les gens comme moi, qu'est-ce qu'on fait ? On va avoir ça. J'ai pas eu le temps de regarder les 10 millions de miles qu'ils ont mis online. Hein. Maintenant, il y en a 18. Mais il m'a pas fallu en fait très longtemps pour trouver ce que j'appelle la pépite. Et la pépite, c'est la preuve que ça n'existera jamais. Et je vous la donne, cette pépite. Donc on voit une vidéo d'un gars qui est en train de conduire. Donc c'est dans une rue de Mountain View qui est très chiante. Hein. Il se passe rien.
Et donc ça conduit, la caméra est dans le pare-brise, hein, donc elle est en face comme ça, on voit donc la rue qui défile, et puis la voiture d'un coup s'arrête. Au bout de 3-4 secondes, elle avance de 2 mètres, poum, elle s'arrête. Elle avance de 2 mètres, poum, elle s'arrête. Et elle fait ça 2-3 fois, 4-5 fois, et il y a un opérateur toujours hein, dans ces voitures, l'opérateur reprend le volant et il redémarre, parce que derrière, les gars, ils étaient un peu nerveux, quoi. Il n'y avait aucune raison qu'ils s'arrêtent. Et là, vous dites, mais ça n'a aucun sens. Alors vous regardez la vidéo d'un peu plus près. Et là, vous voyez, il y a 2 gars qui marchent sur le trottoir. Mais vous regardez encore un peu mieux, et vous voyez qu'un des 2 gars qui marche sur le trottoir, sur son épaule, il a un panneau stop. Alors vous voyez un connard sur le bord de la route qui marche comme ça avec un panneau stop, vous vous arrêtez pas. Enfin, vous me dites, hein, si vous vous arrêtez, il faut qu'on parle quand même. Mais la voiture, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un panneau stop. Et puis elle voit un panneau stop. Et puis elle voit un panneau stop. Voilà. Des cas comme ça, c'est des cas inimaginables. C'est des cas que jamais les voitures autonomes ou jamais les IA ne pourront prendre en compte. Nous, on va s'adapter. On n'a jamais vu ça. On l'a jamais vu. Mais on comprend. On comprend. Mais c'est un connard avec un panneau stop. Voilà. Mais donc, on va s'adapter. On va inventer. Les IA n'inventent pas. Les IA ne s'adaptent pas. Les IA font ce qu'on leur a dit de faire. Elles font des bêtises. Elles donnent la moitié des crédits aux femmes. Elles sont idiotes. C'est de la stupidité artificielle qu'on a inventée. C'est pas de l'intelligence artificielle. Bref. Je vais passer sur Siri parce que c'est pas intéressant. Mais je vais vous dire que cette intelligence artificielle, il faut garder IA, on va dire que c'est l'intelligence augmentée, c'est notre intelligence qui est augmentée. Elle est augmentée par quoi? Elle est augmentée par des outils, parce qu'en fait, cette intelligence artificielle générale dont on parle, c'est pas autre chose qu'une boîte à outils. C'est une boîte à outils où il y a plein d'outils dedans. Et tous les outils qui sont dedans, bah, c'est nous qui en avons le contrôle. C'est comme un marteau, l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, c'est un marteau, c'est un tournevis, c'est ce que vous voulez, mais c'est comme un marteau. Un marteau, c'est quoi? C'est un machin qu'on tient dans la main, qu'on contrôle. On peut utiliser à bon escient pour planter le clou, c'est fait pour ça, ça va le faire très bien, bien mieux que votre poing. Mais on peut l'utiliser pour taper sur la tête du voisin, et ça, c'est pas bien. Et comment on décide? On décide que, parce que c'est nous qui tenons le manche, c'est nous qui décidons, ensemble, de ce que c'est et de comment on l'utilise. D'où, il faut s'éduquer, il faut comprendre, et il faut que le législateur comprenne aussi, et on légifère, on fait des lois, on fait des règles, on régule. OK? C'est ça l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Alors on a à peu près 5-10 minutes pour des questions. Donc allez-y, n'ayez pas peur, hein, je suis gentil en fait. Ça marche. Merci beaucoup. En supposant, comme le souhaitent certains, que la voiture autonome prenne l'ensemble du parc automobile, qu'est-ce qui se passe si toutes les voitures sur la place de l'Étoile respectent le code de la route? Ouais. Ça s'appelle le train. Voilà. Donc, déjà, ça sera compliqué hein, pour que tout cela. Et il y a un truc qui est compliqué, ça s'appelle les chats, ça s'appelle les vélos, ça s'appelle les gens qui vont se mettre devant, qui vont faire chier, quoi. Donc, évidemment, si on aseptise tout, si on a un contexte dans lequel on va pouvoir tout contrôler, ouais, là, on peut penser à une ville à le prisonnier, vous savez, le truc, où il y avait les grosses boules, là. Ouais, on peut penser à un truc comme ça. Mais ça n'arrivera jamais. Question? Donc, si on comprend bien ce que vous dites, s'il y a des variables aléatoires qu'on ne pourra jamais contrôler, l'intelligence artificielle ne pourra jamais exister en tant que telle, quelles sont les avancées à ce moment-là qu'on peut mettre en place vis-à-vis de ces technologies-là? C'est une très bonne question. Donc, l'intelligence artificielle générale, ce qu'on appelle en anglais le AGI, Artificial General Intelligence, effectivement, celle-là n'existera jamais. Donc, ça serait le truc au-dessus de nous qui est meilleur que tout, meilleur que nous à tout. D'accord? Donc ça n'existe pas. Par contre, ce qu'on met en place, c'est ce que j'ai raconté quand je parlais de mon petit marteau, on va mettre des intelligences artificielles très spécifiques qui vont être meilleures que nous dans ce domaine particulier. D'accord? Donc, par exemple, quand je dis le marteau, c'est une intelligence artificielle. Il est meilleur que nous à planter les clous. D'accord? Mais
on va citer des choses très simples. Dans la voiture, aujourd'hui, quand ça sera niveau 4, il y a plein de trucs qui sont de l'intelligence artificielle qui vont permettre de voir mieux que nous plus loin, d'accord, de freiner avant que nous, on puisse freiner, des choses qui vont être bien meilleures que nous, bien meilleures que nos réactions. Parce que nous, le problème qu'on a, c'est que quand on va conduire, des fois, on tweetote un peu. Comme ça, là, on ne regarde pas vraiment ce qui se passe. Des fois, on boit un petit coup. Enfin, on n'est pas vraiment très bien. Hein. Donc la voiture, elle sera très bien pour ça. Et aussi, prenons un cas médical. Quand on cherche un cancer dans une radio, la machine, l'intelligence artificielle va certainement aller pointer des tumeurs qui sont même peut-être pas visibles par l'homme, d'accord, mais que la machine va pouvoir voir. Donc, ça va être super pointu. Et ça va être dans chaque domaine, dans tous les domaines, on peut avoir de l'intelligence artificielle, mais on ne peut pas avoir une intelligence artificielle qui est bonne dans tous les domaines. Est-ce qu'on a d'autres questions ? La question, c'est quels sont les 5 niveaux d'autonomie dans la voiture. En fait, la voiture niveau 1, c'est la voiture complètement con, hein, c'est celle qu'il faut tout contrôler, machin. La voiture niveau 2, c'est celle où on est déjà aujourd'hui, hein, c'est celle où il y a des aides à la conduite. Donc les fameux, les trucs qui freinent pour nous dès qu'on s'approche trop près d'un machin, ou qui se mettent à sonner et qui disent c'est trop près. Après la voiture niveau 3, donc ça c'est celle qui commence à se balader vraiment d'une manière autonome un peu partout. Donc elle a quelques contraintes encore, elle ne sait pas exactement tout faire tout seul, il y a un volant. Et donc, il y a une possibilité de toujours reprendre la main. Et puis, la voiture niveau 4, c'est celle où il n'y a pas forcément de volant, en fait. Hein, mais donc, elle va être globalement autonome, la plupart du temps autonome. Elle va pouvoir faire plein de trucs. Mais il y a des cas. Le cas, par exemple, du panneau stop, où elle est dans la merde, elle ne sait pas quoi faire. D'accord, il va falloir reprendre la main. Alors, on ne reprend pas la main forcément dans le cockpit, parce qu'il n'y a pas forcément de volant. D'accord, mais on peut prendre la main en remote. Et donc, ça veut dire que quelqu'un, quelque part, va pouvoir voir le cas, puisque ça arrive 0,000% des cas. Hein, donc, ça arrive très, très rarement. Donc, il y a un gars, quelque part, quelqu'un, qui va avoir en charge des dizaines de milliers de voitures. Et quand il y a une alerte, quand il y a quelque chose, il va voir, et puis il va dépatouiller le cas. D'accord ? Donc, ça, c'est le niveau 4. Et niveau 5, c'est le truc qui n'existe pas, c'est le truc qui n'est pas possible, qui est le Graal de certains qui fument et qui font des trucs que moi, je ne comprends pas. Vous avez parlé du problème des données historiques et aussi du biais qu'on pourrait introduire si nous, on essaye de corriger ces données historiques. Mais du coup, comment on fait ? Est-ce qu'il existe des méthodes pour résoudre ce problème, je sais pas, en introduisant des erreurs, et donc, mais en réduisant l'efficacité du système, finalement ? Comment on évite d'être dans un système figé ? C'est nous qui décidons. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette. C'est nous qui devons mettre notre dé dedans et dire ce qui est acceptable ou pas pour la société ou pour le microcosme dans lequel on est. Encore une fois, ça va être mon éthique personnelle, l'éthique de l'entreprise, l'éthique de la société, l'éthique du pays qui deviennent des lois, en gros. D'accord ? Donc, c'est un problème super compliqué. C'est pas quelque chose qu'on va résoudre par de l'informatique ou par des mathématiques. C'est quelque chose qu'on doit résoudre d'une manière sociétale, entre nous. On doit prendre la décision, mais pour prendre la décision, il faut être éduqué. Il faut comprendre qu'il y a ce problème. Donc je suis content qu'aujourd'hui, vous tous, maintenant, vous saviez peut-être avant d'arriver, mais aujourd'hui, en fait, vous savez qu'il y a ce problème. Et donc vous allez, à un moment donné, si on vous dit, on va te prendre des datas et on va te faire ça et on va te faire ça, tu vas dire, attends. Voilà. Donc... Qu'est-ce que vous pensez du débat dont on entend souvent parler qui... la voiture autonome va devoir décider entre tuer une grand-mère et tuer 5 enfants qui traversent la route. Elle ne va pas décider, parce que comme j'ai dit, elle ne décide pas. C'est moi qui vais décider. C'est moi qui crée la voiture autonome qui vais décider. Et donc... mais c'est le gars qui code qui décide. Mais justement, est-ce qu'on lui donne cette responsabilité-là ou pas ? Donc c'est là qu'il faut légiférer. Donc il faut décider. La vérité, c'est que la décision finale, la façon dont ça va être codé aléatoire. Mais en même temps, il ne va pas pouvoir mettre un gros if, je détecte 2... Il ne va pas mettre un gros if, il va mettre un random. Et donc... oui, mais c'est ça, le truc, c'est qu'on n'en sait rien. D'abord, on n'en sait rien, on n'a pas décidé. On va décider collectivement, c'est pour ça qu'il va falloir des lois, parce qu'à un moment donné, on ne sait pas comment traiter ces cas-là. Comment nous, on traite ce cas-là ? Est-ce que vous décidez de mourir vous, ou est-ce que vous décidez de tuer mémé ou le gamin qui est devant ? Qu'est-ce qu'on décide, nous ? On n'en sait rien.
D'accord, c'est au dernier moment, c'est réflexe qu'on a. On ne sait même pas comment ça marche. Et on ne fait pas tous la même chose. Donc, ce cas-là particulier, il va falloir à un moment légiférer. Et c'est le législateur qui va dire ce qu'il faut faire. Une des solutions, c'est de dire, on met un gros truc random dans le machin. C'est une solution. Ou l'autre solution, c'est de dire, on sauve toujours les mecs dans la bagnole. Voilà, donc moi, j'en sais rien. C'est collectivement qu'il faudra décider. Ah bah oui, dans une situation, on est capable de le dire. On sait avant nous-mêmes, la voiture le saura. Parce qu'elle aura détecté mémé, elle sait que c'est fini, quoi. Donc ça, la voiture le saura bien avant nous. Quelques dizaines de millisecondes avant nous, ce qui est beaucoup. Et donc elle peut décider. Mais elle ne va pas décider toute seule, elle va décider en fonction de ce nous, on a décidé. Bonjour, merci pour la présentation. On sait ce que n'est pas l'intelligence artificielle, mais c'est quoi l'intelligence humaine? Voilà, c'est un des problèmes. C'est pour ça que quand en 1956, ils ont décidé d'appeler ça intelligence artificielle, c'était une vaste connerie. Parce qu'on n'en sait strictement rien ce que c'est l'intelligence artificielle, l'intelligence tout court. Il y a plein de gens qui disent qu'il y a 7 différentes intelligences, il y en a qui disent qu'il y en a 9, il y en a qui disent qu'il y en a 0. D'accord? Donc, on n'en sait rien. Et justement, c'est un problème. Avoir appelé ça l'intelligence artificielle, c'est une vaste connerie, étant donné qu'on ne sait même pas ce que c'est que l'intelligence. Merci. On a le temps pour une dernière question. Ouais, j'ai juste une question. Donc, du coup, pourquoi est-ce que le mythe de l'intelligence artificielle hollywoodien un peu, il est toujours aussi présent? Je sais pas, il y a Elon Musk qui communique beaucoup de cette manière, même s'il doit bien comprendre que ça arrivera jamais, mais oui, il le fait encore. Et du coup, pourquoi bah, j'imagine que voilà, c'est sexy, ça attire, ça fait faire des films, mais pourquoi c'est toujours aussi présent quand même? Bon, alors d'une part, c'est plus sexy d'avoir une une de journal qui va dire l'intelligence artificielle va nous tuer, qu'un truc qui dit l'intelligence artificielle c'est des maths. D'accord, ça c'est un peu plus sexy. Après ça, il y a les gens. Malheureusement, les gens qui ont la voix qui porte, ils ne connaissent strictement rien à l'intelligence artificielle. Musk, il n'y connaît rien. Il est très gentil, il est très fort, plein de trucs. Hein. C'est un marketing guy qui fait des produits extraordinaires, qui a des idées. C'est un peu un Steve Jobs pour ça. Mais il ne connaît rien à la technique. Mais quand il parle pour juste communiquer, pas sur l'intelligence artificielle. C'est lui qui l'intéresse. C'est ses boîtes. Il parle juste pour faire du buzz. D'accord ? Donc ça, c'est une technique, et c'est très bien, et ça marche. Et donc quand il dit les robots vont tous nous tuer, machin, c'est son deal. Maintenant, il y a une autre personne ici en France qui parle beaucoup d'intelligence artificielle, qui s'appelle Laurent Alexandre. D'accord ? Alors Laurent Alexandre, il faut quand même que vous sachiez d'une manière très très claire, qu'il s'occupe en général du pipi. Okay ? Il est urologue. Donc, il n'a strictement rien à voir avec l'intelligence artificielle. Mais il écrit des bouquins sur l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Vous voyez bien, il est sur les plateaux de télé, il fait machin, ça, il parle pour lui. Et puis après, il y a des gens comme moi, qui n'ont pas l'aura et puis l'exposition médiatique de ces gens-là, mais qui, je pense, disent la vérité parce qu'ils en font de l'IA. Il y a Yann Lequin, qui est certainement un des meilleurs spécialistes de l'IA du monde aujourd'hui, d'accord, qui est un scientifique. Il dit pratiquement la même chose que moi. On a une toute petite différence que je peux expliquer plus tard, mais il dit en gros la même chose que moi. Tous les gens qui ont les mains dans le cambouis de l'IA disent la même chose. Mais ceux-là, ils sont dans leur labo, ils font des trucs. Ils ne sont pas là pour dire... Voilà, c'est la différence. Merci beaucoup, Luc Julia. Merci.